Bien, bonjour tout le monde, je suis désolé de parler de crash d'avion, surtout pour ceux qui vont prendre l'avion ce soir. Voilà, j'ai été convié par Jean-Louis pour aborder le thème des crises à gérer sous stress, notamment dans le secteur de l'aéronautique, qui est un cas d'école en termes de facteurs humains. Et on va voir ensemble ce que l'aéronautique peut nous enseigner. Donc je vais partager avec vous mon expérience. Ça fait 25 ans que je travaille à Air France sur court et maintenant sur long courrier depuis très longtemps. J'ai eu affaire à des situations de crise très variées. On va voir ça ensemble, on va les détailler tout à l'heure. Et je souhaiterais avant tout faire part de la culture aéronautique d'une manière générale pour toutes les compagnies aériennes et partager avec vous des notions qui sont très simples, parce que je le répète, l'aéronautique c'est un cas d'école, sont des notions très simples en apparence, mais qui dans la réalité de l'action sont fondamentales. Voilà. Alors aujourd'hui, on peut dire que les problèmes techniques qui sont à l'origine de la majorité des accidents sont en baisse. Aujourd'hui, 70% des accidents d'avion sont dus à l'erreur humaine, à un dysfonctionnement dans l'équipage. Et on va le développer plus tard. Donc, l'aéronautique qui a commencé de manière très mécanique s'est petit à petit développée, améliorée en intégrant des systèmes électroniques qui, à certaines époques, ont créé de gros problèmes de logiciels et notamment d'assimilation par les équipages, notamment les équipages techniques, donc les pilotes. Et tout ceci pour vous dire qu'en 1977, il y a un crash d'avion, une collision entre deux avions. Ça se passe à Tenerife. C'est deux Boeing 747 qui rentrent en collision. Un atterrit, l'autre est sur la piste. C'est un cas d'école puisque le commandant de bord de l'avion qui était sur la piste, très autocratique, n'a pas voulu entendre les consignes de son copilote et du mécanicien pilote. Et du coup, il est allé sur la piste et il est rentré en collision avec l'autre avion. C'était l'accident de trop. En 1979, la NADA décide d'organiser un congrès, un symposium avec de nouveau des analystes, des ergonomes, des psychologues, des chercheurs en facteurs humains. Et c'était une révolution. Donc c'est assez récent, hein, ça date de 1979. Les conclusions étaient accablantes. On avait à l'époque un leadership qui était inadéquat, une incapacité à déléguer, confier des responsabilités de manière maladroite, une incapacité à établir des priorités et à exploiter des informations. Donc tout le monde se met au travail. Et dès 1980, on a la naissance du CRM qui a été évoqué ce matin. Donc le CRM, initialement, il est dédié au cockpit, au pilote. Il évolue dans les années 90 pour l'équipage d'une manière globale, en intégrant l'équipage cabine. Et donc ça devient le Crew Resource Management. Ce CRM, c'est l'utilisation efficace de toutes les ressources disponibles pour assurer la sécurité du vol. Donc, les ressources disponibles, c'est les ressources humaines, donc l'équipage, pilote et cabine, la machine, évidemment, et l'ensemble des ressources de l'environnement opérationnel, c'est-à-dire les contrôleurs aériens, l'exploitation, la maintenance, toutes les personnes autour des avions qui sont à disposition.
Donc il s'agit d'une mise en œuvre des compétences d'équipage dans le domaine des facteurs humains pendant les opérations. Aujourd'hui, le CRM se manifeste sous forme de stage annuel. On convoque les pilotes et les équipages cabines pour évoquer des cas d'école, les derniers retours d'expérience enrichissants, pour essayer d'en tirer des conclusions et surtout peut-être changer les procédures. Alors ce matin, on en a un petit peu parlé. Les compétences CRM dans l'aéronautique sont légèrement différentes à celles dont on a parlé ce matin. Donc on a le leadership, alors le travail en équipe. Là, donc ça inclut la coordination, la coopération. Et en aéronautique, souvent on dit que la synergie se définit de la manière suivante, 1 + 1 supérieur à 2. Ça, c'est une notion d'aéronautique que je n'ai pas entendue d'ailleurs ce matin pour les pompiers, mais en tout cas en aéronautique, c'est ce qui revient tout le temps. Constamment, on a des briefings là-dessus, on dit, bon, n'oubliez pas, voilà, on a une équipe, voilà, etc. Donc la prise de décision, pardon, la conscience de la situation, constamment, que ce soit les pilotes ou les stewards et hôtesses, nous effectuons des cross-checks pour être sûr que les collègues ont conscience de la bonne situation, qu'il n'y a pas un écart. Donc il s'agit de coordonner, de communiquer et d'avoir un bon traitement de l'information. En tout cas, de s'en assurer. La prise de décision. Alors d'une manière très large, travailler en équipe et en synergie avec les membres d'équipage, c'est analyser en commun les contextes rencontrés et les risques associés, définir ensemble des stratégies qui en résultent. Et là, à nouveau, on retrouve la notion de synergie pour prendre ces décisions où un membre d'équipage cabine fera toujours appel au commandant de bord qui a l'autorité dans l'avion pour prendre une décision. Il se peut que l'équipage cabine s'exécute si la rupture de communication est là et s'il y a un danger imminent, majeur. Donc, un membre d'équipage, n'importe qui dans l'avion, peut, sous ces deux conditions, ouvrir un toboggan, par exemple, ou faire une autre manœuvre s'il estime que le danger est là et qu'il n'a pas pu appeler le commandant de bord, par exemple. Voilà. C'est un point juridique important parce que, on le verra tout à l'heure avec les rapports d'enquête, ça peut, tout le monde est mis en cause dans ce genre d'histoire. Donc la gestion de la charge de travail, là aussi il faut un des fléaux dans notre travail, c'est l'interruption de tâches. Nous sommes entourés de passagers qui ont toujours des demandes et nous très souvent nous sommes en train d'effectuer des checklists. On vérifie le matériel, etc. Ou alors quand un collègue nous donne une information qu'on est en train de la traiter, les passagers sont là autour de nous en train de nous parler ou alors de nous appeler. Et c'est un problème dans notre travail. Du coup, la charge de travail, voilà, elle est, il faut vraiment faut prendre du recul et éviter ce qu'on appelle aussi dans le travail le hurry up syndrome, c'est-à-dire bâcler les choses parce qu'on a été dérangé et que voilà. Donc, la communication, évidemment, partager ses doutes, corriger les écarts. C'est l'aptitude de comprendre, se faire comprendre des autres sans ambiguïté. Là, à nouveau, d'une manière très simple, les équipages ont un vocable. Ils ont l'habitude de répéter les choses. Est-ce que tu m'as bien compris? Attends, je répète. C'est comme ça qu'on fonctionne. Parce que tout ça se nourrit de ces retours d'expérience où sur un mot, une mauvaise information a été véhiculée dans l'équipage et ça a créé des accidents. L'anticipation, évidemment, l'aptitude à prévoir des stratégies adaptées à des situations planifiées ou alors dégradées. Pour ce faire, on utilise ce qu'on appelle des briefings contextuels, fréquemment pendant le vol,
un chef vient nous voir et nous dit voilà, nous sommes au-dessus de tel terrain, le terrain de dégagement est seulement à 2 heures, de notre position. N'oubliez pas que s'il se passe quelque chose, il faudra faire ça. S'il se passe quelque chose, il faudra faire ça, etc., etc. Donc en permanence, on a des briefings pour essayer d'anticiper et pour qu'on se prépare intellectuellement à une situation. La prise en compte des limites. Alors, on parlera pour l'heure du stress chronique, contrairement au stress aigu évoqué ce matin. La fatigue, la carence en sommeil, qui sont bien présentes dans notre travail, où souvent on décolle d'une escale et on part sur une nuit blanche, et on part pour 12 heures de vol. Donc il faut apprendre à le gérer, tout ça. Voilà. Ce dernier point, c'est vraiment les facteurs qui peuvent alterner notre performance, aussi bien physique qu'intellectuelle. Donc, je ne vais pas faire l'affront de développer ce qui se développe autour des facteurs humains, notamment la psychologie, la physiologie, la psychosociologie, etc. Voilà, évoqué tout à l'heure. Donc, comment fonctionnent les compagnies aériennes pour gérer la sécurité dans la gestion des crises? Bien, de la manière suivante, on a d'abord la sécurité réglée, évoquée ce matin, c'est-à-dire la connaissance des manuels, des procédures, des règles. Et ça, elle doit être parfaitement maîtrisée. Et ensuite, on a la sécurité gérée, c'est-à-dire la capacité à gérer une situation inattendue et de mettre en œuvre, du coup, toutes ces compétences-là. D'accord ? Alors ça, c'est pas la liste exhaustive de toutes les situations de crise qu'on peut rencontrer à bord, mais en tout cas, ce sont les essentiels. Le nouveau fléau dans l'aéronautique, c'est les batteries au lithium. Les batteries au lithium, pour nous, c'est vraiment un problème, en ce sens que chaque passager a au moins sur lui 2 accumulateurs de lithium, voire 3. Et ils sont toujours très mal passés, ou alors dans les compartiments à bagages. Et Frédéric le confirmera, leur embrasement est très compliqué à gérer. Notamment parce que voilà, il faut intervenir souvent dans des compartiments, utiliser l'extincteur avec du monde autour, refroidir ensuite. Tout ça, ça prend du temps. Le halon qu'on peut utiliser, il va falloir écarter les gens autour parce que voilà, c'est très nocif. Donc voilà, ça c'est une situation de crise qui nous mobilise pleinement. Et dans ce cas de figure-là, comme pour toutes les situations de crise, ça se fait de concert avec le pilote. On prévient d'abord le pilote avant d'intervenir. Il vaut mieux perdre 3-4 secondes à prévenir le pilote que de prévenir après coup pour dire que la situation se dégrade et qu'on n'arrive plus à la maîtriser. Donc voilà. Donc ça peut se faire dans un compartiment. On a également la dépressurisation rapide, qui là aussi est une situation très très délicate avec tous les phénomènes en cabine qui arrivent, c'est-à-dire le froid, un problème de visibilité, le bruit et puis le stress aigu qui gagne tous les passagers. On peut avoir également une fuite d'eau à bord. L'inondation, c'est une crise très très grave où il faut vraiment localiser, parfois casser du matériel pour essayer d'identifier la fuite, etc. Pour schématiser tout ça, un psychologue de Manchester a créé le modèle des plaques de Reason, où chaque plaque correspond à une barrière de sécurité. Alors c'est très simple et c'est très intelligible. N'importe qui peut le comprendre. Et du coup, chaque faille est représentée par des trous, plus ou moins grands. Chaque plaque correspond à soit une action humaine, ou alors une formation, une procédure, la maintenance, etc. Et les plaques de Reason dans la culture aéronautique est reprise notamment pour expliquer à chaque fois qu'il y a un accident d'où vient vraiment le dysfonctionnement. Et
C'est très enrichissant de voir à quel point, pour chaque plaque, il y a eu une faille. Sachez que pour chaque accident d'avion, les bureaux d'investigation identifient les facteurs humains qui ont été défaillants. Donc les facteurs humains, cités précédemment, font vraiment partie des éléments de l'enquête. Le James Reason, ce psychologue, a également mis en lumière le fait que l'erreur et la performance allaient de pair. Et du coup, c'était dans la culture aéronautique, c'était l'occasion également de créer une politique ce qu'on appelle une politique just and fair, où il y a un retour d'expérience qui se fait sous forme d'anonymat pour justement éviter les erreurs, et chaque membre d'équipage peut remonter à la direction. Voilà, j'ai vu ça qui n'était pas conforme, j'ai été en danger, etc., etc. Toujours pour améliorer les choses et pour éviter ces erreurs qui sont critiques. Scap. Bon, alors ça, c'est un avion russe à Moscou qui a décollé quelques minutes auparavant. Il prend la foudre. Les pilotes lancent un mayday. Ils perdent le système, un gros système électrique. Et ils se posent sans délester le carburant. Donc il se pose trop lourd. Il rebondit 3 fois sur la piste d'atterrissage. Et la 3e fois, le train arrière perce les réservoirs. Et donc il termine sa course en feu. L'arrière est en feu. Malheureusement, les pompiers n'étaient pas formés par Frédéric. Ils ont mis 2 minutes pour arriver. Alors que comme le mayday avait été lancé, normalement ils auraient dû être positionnés autour de la piste. Et 2 minutes, c'est très long. Et il y a eu 41 morts sur 75 personnes, dont un membre d'équipage allait à l'arrière. Voilà, c'est un exemple de situation critique où l'équipage là ne communique même plus avec le commandant de bord, puisque là ils ont ouvert, dès qu'ils sont arrivés, ils ont ouvert les portes pour essayer d'évacuer le plus de monde possible. Mais l'erreur du cockpit a été mise en avant, puisqu'ils ont ouvert les fenêtres qui sont sur le côté, où ils ont essayé de s'évacuer avec des cordes, et ça a créé un appel d'air vers l'arrière. Et du coup, le feu a gagné en intensité. Voilà, donc pour résumer sur toutes ces crises, sur tous ces accidents, on a, en écoutant bien les boîtes noires, on a relevé 4 réactions de stress aigu, 4 réactions qui sont fréquentes, c'est-à-dire la sidération. On a aussi également l'agitation, la peur panique, tout ça a été évoqué ce matin, et la tunnelisation. Tunnelisation, je crois que je ne l'ai pas encore entendu. En tout cas, la tunnelisation, c'est-à-dire la focalisation de l'attention de l'ensemble du groupe sur quelques éléments précis, et de ce fait ne permet plus de percevoir et d'appréhender intellectuellement, et donc de gérer l'événement dans sa globalité. Voilà. Pour résumer par rapport à l'aéronautique, on dit tout le temps qu'il faut gérer son stress, avoir un niveau de stress qui évite la passivité, mais qui doit également éviter la paralysie et la distorsion de perception, c'est-à-dire avoir trop de stress. On a affaire à un contexte dans lequel les vols ont entraîné une augmentation significative du nombre de menaces. On a un trafic aérien qui est en pleine explosion, qui s'intensifie. Les avions ont gagné en performance, mais aussi en complexité. De fait, pour cet environnement complexe, il est illusoire de croire qu'il y a une procédure pour chaque situation critique. Et donc, peut-on soumettre les problématiques
liés au secteur aéronautique au projet CP de dingue. Ben, moi, je suis convaincu que lors de la formation, de créer et d'offrir une sécurité psychologique aux équipages, c'est-à-dire d'identifier pour un entraînement où il s'agit d'aguerrir les gens, d'offrir une sécurité psychologique, ça c'est une plus-value. Actuellement, elle n'est pas faite. Voilà, on demande aux gens de connaître leur référentiel, leur manuel sur le bout des doigts. Mais à l'entraînement, au moment où on nous teste avec un extincteur, c'est sûr qu'on ne va pas éteindre la lumière, faire ressentir des alarmes qui vont nous gêner, nous pousser comme pourrait faire un passager, etc. etc. Donc ça, c'est une application qui pourrait faire sens. Donc moi, je crois à un nouveau concept de simulation d'exercice et qui pourrait rendre cette performance d'équipage meilleure. Voilà. Pour faire écho aux propos de Frédéric ce matin, n'oubliez pas que l'enjeu majeur, c'est de sauver des vies. Et que également là, on l'a vu sur l'évacuation, voilà, c'est l'enjeu, il faut le garder en tête. Mais voilà, ça nous anime, et nous également, à notre petit niveau de membres d'équipage. Je vous remercie pour votre écoute, votre accueil. Et voilà, c'était une première pour moi. Je suis désolé, j'étais peut-être un peu manqué d'adresse.